à distance. C'est une sorte de pis-aller heureux et je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont démenés ce matin pour que cette communication à distance soit possible. Alors que je crois que Sven Ortoli vient de me demander de démontrer que je n'étais pas une intelligence artificielle. Je sais pas comment prouver la chose. Disons que ce qui est certain, c'est que je ne suis pas dans un métaverse. Je suis à Paris, il pleut des cordes, et si j'avais pu choisir l'endroit où je me trouverais fictivement dans un métaverse, j'aurais choisi un endroit où la météo est plus agréable. Alors, je sais que des lycéens vont parler tout à l'heure de l'allégorie de la caverne. Je pourrais malheureusement pas les voir puisque je ne vous entends pas et je ne vous vois pas, mais j'avais deux petites remarques à faire sur cette allégorie qui est très puissante. La première, c'est qu'on peut la moderniser en disant que finalement, cette expérience de pensée, car l'allégorie de la caverne, c'est une sorte d'expérience de pensée. On imagine que les humains sont enfermés dans une caverne, ils sont enchaînés aux parois, et tout ce qui se passe à l'extérieur ne leur apparaît que d'une façon très détournée, et donc ils n'ont pas accès à ce que Platon appelle le bien. Mais je pense qu'on pourrait raconter toute l'histoire de la physique, depuis Aristote jusqu'à Einstein et même après, comme étant une sorte d'expérience de pensée continue qui nous a permis de sortir de la caverne, c'est-à-dire de nous émanciper du contexte très particulier dans lequel nous sommes. Nous sommes sur Terre, dans un champ de gravitation très particulier. Nous ne sommes pas dans le vide, nous vivons dans l'atmosphère, etc. Nous avons des sens qui sont limités, qui ne nous permettent pas de voir des objets très petits, par exemple les particules, et des savants, des esprits géniaux ont inventé des expériences de pensée en posant des questions contrefactuelles du type qu'est-ce qui se passerait si on était ailleurs que là où nous sommes, par exemple si on était dans le vide, ou si on était au bord d'un trou noir, ou si on tombait en chute libre, etc. Et c'est ainsi que la physique a pu se construire en nous permettant d'allant nous faire voir ailleurs, c'est-à-dire en imaginant des conditions autres que les nôtres, pour voir comment des lois physiques qu'on supposerait se déploieraient dans des conditions qui ne sont pas directement accessibles, au moins dans un premier temps. L'autre façon de parler de cette allégorie de la caverne, c'est de parler de notre téléphone portable. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas de mal puisqu'il me permet d'être avec vous, mais d'une façon générale, le téléphone portable, presque en permanence, nous téléporte, c'est-à-dire nous met en présence d'un monde lointain par le biais d'informations qui nous parviennent, qui nous rendent presque absents à l'environnement proche dans lequel nous sommes. Et donc c'est une sorte d'inversion du mythe de la caverne, c'est l'extérieur qui importe chez nous et qui fait que la caverne dans laquelle nous sommes nous devient peu à peu étrangère. Alors, je crois que Michel Serres est mort il y a exactement 4 ans. Comme vous le savez, je pense que ça a été beaucoup dit à ces rencontres d'Agen. Tout l'intéressait, la cybernétique, la communication, les religions, l'histoire des sciences, la mythologie, l'art, les mathématiques, les corps, le corps, les symboles, les langues, le sport, les sports, les océans, l'alpinisme, Tintin, enfin, tout l'intéressait. Et je vais vous faire une conférence qui n'est pas vraiment structurée parce que je pensais avoir un dialogue avec Sven Ortoli, mais je vais parler de choses qui vous paraîtront peut-être un peu décousues, en commençant par évoquer un trait de la personnalité de Michel Serres. Et ensuite, je traiterai de questions qui l'intéressaient ou qui l'intéresseraient, je pense, s'il était encore parmi nous. La première chose qui a trait à sa personnalité, c'est ce que j'appellerais son ambivalence. Comme vous le savez tous, Michel Serres était un homme joyeux, allègre, enthousiaste, mais je crois pouvoir avancer qu'il était aussi un homme effrayé. Il était effrayé par la violence. Et je crois même qu'on peut dire qu'il était joyeux parce qu'il était effrayé. D'un côté, il y a la violence humaine que rien ne lui semblait pouvoir endiguer, qui le terrorisait, et d'un autre côté, il se définissait comme un optimiste incurable. Il préférait d'ailleurs dire optimisateur plutôt qu'optimiste. C'était un optimiste par tempérament et peut-être aussi par éthique. Il voulait honorer en toutes circonstances l'unicité de l'expérience très singulière qu'est la vie. Et ce que j'avance là comme une hypothèse me semble étayé par ce qu'il a lui-même écrit dans son journal, que j'ai découvert, qui a été publié il y a très peu de temps, il y a un an je crois, journal dans lequel on trouve ces lignes d'introspection
qui, lorsque je les ai découvertes, m'ont littéralement saisi, car Michel Serres s'y dépeint lui-même, mieux que je viens de le supposer, comme un homme tiraillé entre la rage furieuse de vivre, comme il dit, et la hantise du néant. Donc, comme un homme double, scindé en deux êtres. Je le cite. D'un côté, je suis l'homme de la joie, du courage, de la force, de l'œuvre accomplie dans un tressaillement surrégulier d'allégresse, de l'idée qui vient comme de la grâce, du monde éprouvé comme fortune, assumé, participé, de la divine beauté des choses, de toutes choses. Et puis, de l'autre côté, je suis l'homme du malheur, de la misère, de l'angoisse et du désespoir, de la solitude invinciblement attachée à la peau, le damné sans pardon, l'errant, le naufragé, l'homme de l'assomption intégrale des abandons, sous le joug d'une culpabilité sans grâce, écrasé, terrassé, minéral. Fin de citation. Alors, sur le tard de sa vie, dans une discussion qu'il a eue avec Sven Ortoli et Martin Legros, qui a été publiée sous le titre Pantopie ou le monde de Michel Serres, il écrit la joie, la simple joie d'exister, la joie de survivre aux violences de plusieurs guerres, la joie ici et maintenant, d'une paix qui dure depuis 70 ans, la joie que donne la beauté du monde et celle des femmes. Fin de citation. Il était donc joyeux, mais seulement malgré tout. Et dans un des derniers textes qu'il a publié, c'est un entretien avec Sven Ortoli, Michel Serres évoquait les figures de Pascal et de Leibniz, les deux inventeurs des algorithmes, comme il les appelle, et il rappelait que leurs travaux ont provoqué une bifurcation dans l'histoire des mathématiques, dont nous observons aujourd'hui l'accomplissement. Il écrit « Ces deux esprits ont ouvert une nouvelle voie qui a façonné un monde, le nôtre, dans lequel la pensée algorithmique l'emporte sur la pensée conceptuelle. » Et il terminait en disant « pour le meilleur et pour le pire ». Et cette dernière remarque prouve que son optimisme apparent n'était nullement béat. Il avait d'abord été enthousiasmé par les réseaux sociaux, et puis il avait fini par percevoir qu'il présentait deux grands risques. D'abord celui de diffuser des bobards, des fausses nouvelles. Ensuite celui de noyer les connaissances dans le flux des informations et d'attenter ainsi à ce qu'on pourrait appeler, après Paul Valéry, la vie de l'esprit. Il avait en effet conscience qu'avec le surgissement de cette lame de fond qu'est le numérique, toute notre organisation cognitive allait être changée jusqu'à la façon de penser, de réfléchir, de distribuer notre attention, d'apprendre, de pratiquer les sciences, de travailler, etc. Et il terminait son entretien en disant « La suite de l'histoire va donc crucialement dépendre de nous, de ce que nous ferons, mais aussi de ce que nous ne ferons pas et de ce que nous ne ferons plus. » Comme si finalement l'épreuve de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, dont vous discutez pendant ces journées, Michel Serres, était un test d'intelligence collective. Est-ce qu'on va réussir à en tirer le meilleur parti, ou est-ce qu'au contraire, cette intelligence artificielle va en quelque sorte détruire cette fameuse vie de l'esprit? Allons-nous définitivement troquer ce qui nous fait réfléchir contre ce qui nous fait réagir? Quand on regarde certaines plateformes aujourd'hui, on a l'impression que la réaction l'a complètement emporté sur l'argumentation, sur la réflexion. Ils sont ensevelis sous un déluge d'expressions d'affect qui nuit à la vie de l'esprit. Et alors que défaire ce qu'on appelle le big data et l'IA, continuerons-nous d'honorer la pensée spéculative, c'est-à-dire de formuler des hypothèses, d'inventer des concepts, d'argumenter? Bref, continuerons-nous d'incliner à ce que George Steiner appelait la gravité enjouée de l'enquête métaphysique? D'aucuns, et je les citerai tout à l'heure, avancent que lorsque nous disposerons d'une quantité de données suffisante, les nombres, les data, convenablement analysés par des logiciels performants, parleront mieux et diront davantage sur le monde que les théories scientifiques. Les corrélations qu'ils dévoileront remplaceront les relations de causalité manifestées par les lois théoriques. La science, c'est la question, serait-elle en passe de changer de visage? Se pourrait-il que les algorithmes détrônent nos cerveaux, voire les tordent? Si ces menaces se précisaient, est-ce que nous les laisserions nous faire? Est-ce que nous les laisserions faire, pardon? En juin 2008, et j'en avais discuté avec Michel Serres dans la fondation des Treilles à l'époque, Chris Anderson
qui était le rédacteur en chef de la revue Wired Magazine, publiait un article intitulé La fin de la théorie, le déluge des data rend la méthode scientifique obsolète. Il y défendait l'idée que lorsque nous disposerons de suffisamment de données, les corrélations que leur analyse dévoilera remplaceront les relations de causalité que manifestent les lois théoriques. La science pourrait donc se développer sans plus énoncer d'hypothèses, ni même forger de théories explicites. En d'autres termes, Chris Anderson avançait que grâce aux big data et aux algorithmes qui les analysent, nous pourrions délaisser le geste théorique par excellence, celui qui consiste à énoncer des hypothèses portant bien au-delà des données disponibles. Alors Chris Anderson peut peut-être encourager de façon subliminale à développer cette thèse par le fait que les données pertinentes ont pour anagramme détiennent les réponses. L'idée que les données pertinentes détiennent les réponses aux questions que nous nous posons, mais j'en suis pas sûr puisque Chris Anderson parlait anglais et évidemment cet anagramme ne fonctionne qu'en français. Mais la question finalement posée est celle-ci. Est-ce que la façon de faire de la physique, inaugurée par Galilée et poursuivie par beaucoup d'autres, notamment Einstein, qui consiste justement à faire des expériences de pensée, à théoriser en marge des données pour mieux y revenir, est-ce que cette façon de faire est en passe d'être dépassée, abandonnée? Finalement, pour sortir de la caverne, Galilée a inventé des moyens intellectuels de s'écarter du monde dans lequel nous sommes. Par exemple, en se demandant si les corps de masse différentes tombaient dans le vide, comment tomberaient-ils? Et la conclusion à laquelle il est arrivé, sans faire d'expérience explicite, puisque le vide à l'époque ne pouvait pas être obtenu et beaucoup pensaient qu'il n'existait pas, il a pu conclure que dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse, ce qui correspond à une situation que dans l'atmosphère, nul n'a jamais observée. Donc la première loi de la physique moderne, celle qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse, est une loi qui contredit toute observation possible à l'époque. Et d'ailleurs, pour tâcher d'y voir clair, repartons non pas du cas de Galilée, mais de celui d'Einstein. Einstein, en 1915, publie une nouvelle théorie de la gravitation qu'il appelle la théorie de la relativité générale. Et la question est, sur quelles données s'est-il appuyé? Et à la vérité, par rapport aux données que nous avons aujourd'hui, la réponse est très peu de données. En 1915, on ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas que l'univers est en expansion. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'avait pas encore identifié les forces nucléaires qui sont responsables de la dynamique interne des étoiles. Et donc, on savait quasiment rien par rapport à aujourd'hui. Or, les équations d'Einstein, les équations de la relativité générale, ne se sont pas seulement accommodées de la quantité gigantesque de données recueillies depuis un siècle par les télescopes et les satellites, elles ont aussi permis de fonder une véritable cosmologie scientifique capable d'envisager l'univers comme un objet physique en soi, doté de propriétés qui le caractérisent en tant que lui-même. De façon encore plus spectaculaire, certaines solutions des équations d'Einstein ont permis de prédire dès 1916, par exemple, l'existence de phénomènes physiques parfaitement inédits, comme par exemple les ondes gravitationnelles, qui sont des sortes de vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière et qui ne furent détectées pour la première fois qu'en septembre 2016, c'est-à-dire un siècle après qu'elles aient été théoriquement prédites. Ce résultat remarquable démontre qu'une théorie peut non seulement enrichir l'univers des données, mais également agir comme un treuil ontologique capable de faire apparaître de nouveaux éléments de réalité qui, sans elle, seraient sans doute restés ignorés. En d'autres termes, et jusqu'à preuve du contraire, la théorie en dit plus que les données, notamment parce qu'elle explicite des lois que les données n'illustrent jamais que de façon partielle. Et puis songeons à l'image de l'univers en mai 2022, que Michel Serres malheureusement n'a pas pu voir, et c'est dommage parce qu'elle aurait enthousiasmé, l'image de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif qui trône au centre de notre galaxie, de la Voie lactée, à 26 000 années-lumière de notre planète. Sans l'appui des équations de la relativité générale, il eût été impossible, d'une part, de prévoir l'existence générale des trous noirs,
d'autre part de devenir capable de détecter et d'identifier ce trou noir particulier. En effet, il ne s'agit pas stricto sensu d'une photographie du trou noir qu'on aurait pu découvrir par hasard en pointant sur lui quelques télescopes, puisqu'un trou noir, comme vous le savez, n'émet pas de photons. Il s'agit bien plutôt d'une image qui n'a pu être reconstruite que parce que les équations d'Einstein indiquent comment un tel objet se comporte. Ces équations agissent comme un véritable sésame cosmique. Elles permettent de comprendre les données disponibles et indiquent comment en recueillir de nouvelles. Et donc, voilà, les théories physiques en disent plus que les données. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas en accumulant des données qu'on analyserait par des algorithmes qu'on pourrait construire des théories physiques qui s'appuieraient, par exemple, sur la conception de nouveaux concepts. Livrons-nous maintenant nous-mêmes à une expérience de pensée en inversant l'ordre chronologique. Imaginons qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui, recueillies par des satellites, des télescopes, des accélérateurs de particules, des collisionneurs, mais qu'on n'ait pas les équations d'Einstein, qu'on n'ait pas les équations de la relativité générale. Donnons toutes ces données à un algorithme de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence artificielle serait capable, par induction, à partir des données, de reconstruire, de retrouver, en quelque sorte, les équations d'Einstein? Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, la réponse à cette question est non. Et d'ailleurs, Einstein lui-même aurait parié que cette réponse devait être négative. Dans une lettre qu'il a écrite le 24 avril 1930, donc il y a très longtemps, à son ami Maurice Solovine, il écrit ceci: aucune méthode inductive ne peut conduire aux concepts fondamentaux de la physique. Il a précisé ensuite sa pensée quelques années plus tard, lors d'une conférence qu'il a donnée en 1930 à Oxford, quelques années avant de quitter définitivement l'Europe pour l'Amérique. Il écrit: l'expérience peut nous guider dans notre choix des concepts mathématiques à utiliser, mais il n'est pas possible qu'elle soit la source d'où ils découlent. C'est dans les mathématiques que réside le principe vraiment créateur. En un certain sens, je tiens pour vrai que la pensée pure est compétente pour comprendre le réel, ainsi que les anciens l'avaient rêvé. Fin de citation. Donc l'avenir, à plus long terme, nous dira qui de Chris Anderson ou d'Einstein a raison. En attendant, c'est le cerveau humain qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas eu d'égal pour percer le mur des apparences et donc de sortir finalement de la caverne de Platon. Ensuite, il y a une question dont j'avais discuté avec Michel Père il y a très longtemps et qui a elle aussi gagné en puissance. La question de savoir si les technologies numériques nous rapprochent ou au contraire nous éloignent de la science. Frank Kafka a écrit un jour il est consolant de constater que la disharmonie de ce monde ne semble être que numérique. Fin de citation. J'avoue ne pas être sûr de bien comprendre le sens de cet aphorisme, d'autant que la signification de l'adjectif numérique, zahlenmäßig en allemand, a notablement changé depuis l'avènement de l'informatique et de l'IA. Je ne me risquerai donc pas à faire dire à Kafka, qui est mort en 1924, ce qu'il n'a nullement pensé. Néanmoins, l'ambiguïté de la phrase que je viens de rappeler sonne comme une invitation à continuer d'interroger les effets des technologies numériques qui, chacun le voit bien, charpentent de plus en plus l'organisation de nos existences, nos rapports mutuels et aussi nos rapports aux connaissances. Dans un tel nouveau monde, lorsqu'il s'agit d'expliquer la science, de faire de la vulgarisation, nous ne sommes guère aidés par le fait que l'un des espoirs des philosophes des Lumières a été cruellement déçu. Souvenons-nous de ce que disaient d'Alembert et Diderot lorsqu'ils ont conçu leur encyclopédie. Au départ, ils voulaient traduire en français l'encyclopédie Britannica, donc anglaise, et puis ils se sont rendus compte que de cette encyclopédie anglaise, on explicitait les connaissances de l'époque, mais on ne décrivait pas les objets techniques. Or, pour les philosophes des Lumières français, eh bien, les objets techniques, en devenant visibles et familiers, seraient implicitement vecteurs de connaissances scientifiques. Ils pensaient que, en expliquant comment marchent les objets techniques, par exemple les outils agricoles, l'imprimerie, comment on fabrique du verre, comment fonctionne un télescope, etc., eh bien, le peuple, comme il l'appelait, comprendrait les principes scientifiques
qui ont rendu ces objets techniques possibles. Et donc, la technique, par son usage, par la familiarité que nous pouvons avoir avec elle, serait vectrice de pédagogie scientifique. La technique ferait en quelque sorte de la vulgarisation scientifique. Et ça a peut-être été vrai à certaines époques. Par exemple, Milan Kundera, dans son livre L'immortalité, citait Goethe en exemple, en disant ceci: Goethe savait avec quoi et comment sa maison avait été bâtie. Il savait pourquoi une lampe à l'huile donne de la lumière. Il connaissait le mécanisme de son télescope. Sans doute n'osait-il pas effectuer des opérations chirurgicales, mais pour avoir assisté à quelques-unes, il pouvait s'entendre en connaisseur avec le médecin qui le soignait. Le monde des objets était pour lui intégralement intelligible et transparent. Fin de citation. Mais les encyclopédistes n'avaient nullement anticipé une autre réalité qui, au fil du temps, s'est peu à peu imposée. Cette vérité, c'est que plus un objet technologique est complexe, plus son usage tend à se simplifier. Toute technologie suffisamment avancée devient impossible à distinguer de la de la magie, comme le disait Arthur Clarke il y a quelques décennies. Par exemple, personne n'est capable d'expliquer comment il se fait que je peux vous parler à distance et que vous pouvez me voir à distance. C'est trop compliqué. Personne ne peut décrire en détail comment cette opération quasi magique se produit. Autrement dit, la technologie, par sa convivialité, lorsqu'elle est complexe, fait que les connaissances scientifiques deviennent inutiles en pratique, pratiquement inutiles. On n'a pas besoin de savoir comment ça marche pour être capable de bien l'utiliser, de sorte que les objets à la fois familiers et extraordinairement complexes en viennent à masquer, à marginaliser les connaissances scientifiques dont ils sont pourtant les conséquences. Comme vous le savez, Michel Serres, qui était l'apôtre de ce qu'il appelait une science des passerelles, était un militant de la vulgarisation scientifique, de la diffusion des connaissances scientifiques. Et il était attristé déjà à son époque, et finalement pas si lointaine, de ce que plusieurs classements internationaux montrent qu'il y a un décrochage de notre pays dans la maîtrise des connaissances mathématiques et scientifiques, notamment dans la population jeune. Et en 2021, un test a par exemple été réalisé auprès des élèves entrant en sixième, classe de sixième. Il leur était simplement demandé de placer la fraction 1/2 sur une ligne graduée allant de 0 à 5, une ligne linéaire, c'est-à-dire que les intervalles de 0 à 1, de 1 à 2, etc., étaient de même longueur. Et le résultat a été que seulement 22% des élèves y sont parvenus. Mais évidemment, cela n'empêche nullement ceux qui n'ont pas réussi ce test d'être aussi habiles que leurs camarades à utiliser toutes les fonctions de leur très mystérieux smartphone. Ensuite, il y a des questions un peu plus classiques et qui portent sur l'IA, qui passionnaient Michel Serres, notamment des questions qui portent sur ce que veut dire intelligence dans l'expression intelligence artificielle. Si on en croit les fondateurs de la cybernétique, notamment John McCarthy et Marvin Minsky, le terme intelligence artificielle voulait désigner un comportement produit par une machine dont on peut raisonnablement estimer que s'il avait été le fruit d'une action humaine, il aurait exigé de l'intelligence de la part de l'agent concerné. Avant eux, Alan Turing soi-même avait déjà soutenu, au travers de son fameux test éponyme, le test de Turing, que le concept même de machine dite intelligente ne pouvait être défini que par le biais d'une confrontation avec un comportement humain. Pareil critère n'impliquait nullement que de telles machines fussent elles-mêmes vraiment intelligentes, seulement qu'elles devaient pouvoir mimer efficacement, au moins pour partie, certaines productions de l'intelligence humaine. Autrement dit, les machines ne sont pas intelligentes, mais elles sont capables, pour certains cas et pour certains types de problèmes, de mimer l'intelligence humaine. Cette première définition recouvre évidemment un spectre très très large. Elle inclut par exemple la détection et la correction des erreurs grammaticales ou d'orthographe dans un texte.
Ce sont des sortes de petits miracles qui nous sont devenus parfaitement familiers. Ou bien encore la traduction littéraire, dont on croyait il y a seulement quelques décennies que son automatisation était inenvisageable. Mais les avancées de l'IA se révèlent depuis si rapides et parfois si surprenantes qu'elles exigent que nous révisions sans cesse la définition qui convient de lui donner. Aujourd'hui, d'ailleurs, chacun le voit et l'entend, les machines sont devenues capables de produire et de prononcer à voix haute des phrases en langage naturel, mais sans comprendre un seul mot à ce qu'elles débitent. C'est ainsi que, sans qu'on en ait toujours conscience, leur performance modifie en profondeur les liens entre voix, parole et présence physique. On est habitué à ce que des machines nous parlent, notre voiture nous parle. On est habitué à cela. Mais pour se rendre compte du saut énorme auquel nous sommes finalement habitués, je vous propose d'effectuer un petit voyage dans le temps en revenant au 11 mars 1878. Le 11 mars 1878, dans l'amphithéâtre de l'Académie des sciences, qui était comble ce jour-là, on parlait de personnages très importants. D'abord un physicien qui s'appelait Théodose Dumoncel, qui était assisté ce jour-là du représentant de la société Edison en Europe. Et ils étaient venus présenter aux académiciens les prouesses de l'appareil nommé le phonographe. Le phonographe, c'était une invention de Thomas Edison qui permettait, à partir d'un enregistrement effectué sur de la cire, de faire entendre une voix humaine. Et Camille Flammarion, le célèbre astronome qui était aussi et allait devenir éditeur, qui siégeait dans la distance, on a une description de la scène. Je lis la façon dont Camille Flammarion a rapporté cette scène. L'appareil, écrit-il, se mit docilement à réciter la phrase enregistrée sur son rouleau. Alors, aussitôt, on vit un académicien d'un âge mûr, l'esprit pénétré des traditions de sa culture classique, se révolter noblement contre l'audace du novateur, se précipiter sur le représentant d'Edison et le saisir à la gorge en s'écriant « Misérable, nous ne serons pas dupes d'un ventriloque ». Ce membre de l'Académie s'appelait Monsieur Bouillot. Fin de citation. Il est facile de voir à quel point nous ne sommes plus là. Les machines parlantes nous sont devenues familières, au point même d'influencer nos comportements et de participer à l'avènement de ce qu'on pourrait appeler une informatique affective, voire humanoïde. Mais la question, et qui, j'insiste là-dessus, passionnait Michel Serres et l'aurait encore plus passionné à l'heure où on apprend que ChatGPT va bientôt parler, la question est, que devient la parole lorsqu'elle cesse ainsi d'être humaine? Lorsque des intelligences artificielles, qui ne comprennent rien au sens des mots, donnent de la voix, prennent la parole, nous la prennent, et comme enivrées d'elles-mêmes, disent « je ». Est-ce que dans ces conditions, elles ne deviennent pas l'équivalent technologique de ce qu'étaient autrefois les dieux, les oracles, les anges et les démons, qui eux aussi avaient des paroles humaines? Et réciproquement, lorsque des humains usent d'éléments de langage si prévisibles et si formatés qu'on se demande si ce n'est pas leur propre verbe qui, par quelque effet de contagion, a été robotisé, la parole serait-elle carrément en train de perdre la parole? Mais soyons ici intellectuellement honnêtes. Reconnaissons que quasiment nul d'entre nous ne saurait dire à brûle-pourpoint comment l'IA fonctionne, ni ne saurait décrire en détail les processus qui se cachent derrière les super-pouvoirs de ChatGPT, son visage aujourd'hui le plus célèbre. Il y a belle lurette, Paul Valéry écrivait à propos du destin de l'esprit, c'était en 1939, il écrivait ceci: « L'exagération de tous les moyens de communication soumet les esprits à une agitation et à une nervosité généralisée. Ainsi vivons-nous sous le régime perpétuel de la perturbation de nos intelligences. Nos corps et nos esprits souffrent désormais d'une intoxication par la hâte. Ils doivent absorber, sans un jour de repos, autant de musique, de peinture, de drogue,
de boissons bizarres, de déplacements, de brusques changements d'altitude, de température, d'anxiété politique et économique que toute l'humanité ensemble, au cours de 3 siècles, en pouvait absorber jadis. Fin de citation. Et la question est, est-ce qu'on peut seulement imaginer ce que Paul Valéry dirait de ce sujet s'il revenait parmi nous? La question n'est plus seulement de savoir ce que les technologies numériques font, mais aussi d'examiner ce qu'elles nous font. Autrement dit, dans un monde gorgé d'écrans, saturé d'informations, excité par ce que Paul Valéry appelait la scintillation fantastique des événements et sans cesse rythmé par les clics, comment la vie de l'esprit parvient-elle encore à se déployer? En fait, ça rejoint exactement les questions que Michel Serres posait dans le petit extrait que j'ai cité tout à l'heure à propos du numérique. Et d'ailleurs, nombreux sont les intellectuels et les philosophes qui avaient cru devoir donner l'alerte, chacun à sa façon, à l'époque de Paul Valéry ou plus tardivement. Je vais en citer quelques-uns. En 1941, peu de temps avant de se suicider, Stefan Zweig écrivait ceci: la technique n'a pas appelé sur nous de pires malédictions. Je répète, excusez-moi. La technique n'a pas appelé sur nous de pires malédictions quand nous empêchons, fût-ce une seconde, d'échapper au présent. En 1956, Günther Anders, le mari d'Hannah Arendt, écrit dans L'obsolescence de l'homme euh, que la télévision va devenir le foyer, qu'avec la télévision, le foyer, le domicile si vous préférez, avec la télévision, le foyer n'aura plus d'autre fonction que de contenir l'écran du monde extérieur. En 2001, dans son livre L'homme disloqué, Nicolas Grimaldi déplorait que la communication électronique conduise immanquablement à ce qu'il appelle une frénésie de l'immédiation. Et de nos jours, l'analyse se poursuit à grands coups de diagnostics implacables. Tout récemment, par exemple, dans son livre Schizophrénie numérique, Anna Lombert expliquait que nous courons à grandes enjambées vers ce qu'elle appelle l'industrialisation des esprits et l'automatisation de l'altérité. Et dans son dernier livre, qui s'intitule La vie spectrale, Éric Sadin met en garde contre la pixelisation croissante de nos existences et ce qu'il appelle le devenir légume de l'humanité. Il dénonce le promptisme généralisé existence et entraîne une puissante mobilisation de notre attention. Fin de citation. Voilà le type de question qui passionnait Michel Serres, mais il n'est plus là, malheureusement. Je sais bien que toute vie achevée se prolonge hors d'elle-même, dans le ciel qu'elle devient pour d'autres vies, mais sa présence nous aiderait à y voir plus clair. Me manque, comme à vous sans doute, nous manque pour toujours sa personnalité singulière, son art de provoquer des pas de côté, de changer de registre, et évidemment son intelligence très spéciale, pas du tout artificielle, et sa voix chantante. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. J'ai l'impression que mon domicile est devenu la caverne de Platon. Voilà, j'en suis désolé. Merci. Je vais lui envoyer par SMS des applaudissements nourris, ou l'équivalent. On l'appellera après. Vous avez remarqué qu'on était dans une caverne, effectivement, ce que disait Michel, mais nous y étions, c'est-à-dire à regarder, sauf que nous, évidemment, on va sortir de cette caverne. Mais en attendant, des lycéens vont venir nous expliquer ce qu'ils pensent de la caverne. Quelques minutes d'attention pour eux. Je vais les faire venir monter en scène. Enfin, ils arrivent en tout cas. Et on n'est pas du tout allé sur ce qu'on avait prévu, Étienne et moi, mais c'est la vie. Je pense qu'il m'a dit à titre personnel qu'il reviendrait très volontiers si on l'invitait l'année prochaine. Et écoutez, si on trouvera en fonction du thème, mais je pense qu'on lui trouvera une place et que cette fois il viendra pour les 3 jours et qu'il ne sera pas en train de sauter entre 2 avions et d'en rater un. Du coup, donc sur le mythe de la caverne, vous venez avec moi?
Encore merci, et c'est pas si simple de venir ici, mais merci beaucoup, et merci à vos profs encore une fois. Qu'est-ce qui veut prendre la parole parmi vous C'est moi la première. Très bien. Alors, on a étudié la caverne de Platon, puis on s'est demandé comment est-ce qu'elle pouvait rentrer en relation avec le monde du virtuel qu'on voit aujourd'hui. Donc d'abord, on va faire un petit rappel de la caverne. Donc cette caverne, c'est une allégorie qui a été écrite par Platon. Il imagine des hommes attachés au fond d'une caverne et devant eux, des ombres sont projetées d'objets qui se trouvent derrière eux. Donc, un peu comme une caméra ici, pardon de te couper, qui serait derrière vous et qui projetterait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et il faut aussi imaginer que ces hommes-là ont toujours été emprisonnés dans cette caverne et que c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est leur seule expérience de la vie. Donc cette allégorie représente notre rapport à la vérité. Donc on va voir comment est-ce que ce mythe peut nous éclairer dans la compréhension de notre monde. D'abord, les points communs entre l'allégorie et notre monde numérique. D'abord, ça peut sembler un peu étonnant, mais les prisonniers ont une forme de confort, en fait, qui a été un confort qui est mené par leur habitude d'être au fond de cette caverne. Et c'est pareil pour nous, on s'est forgé une habitude de notre nouveau monde. Ensuite, autre chose, c'est que oui, les hommes sont attachés, mais ils peuvent quand même parler. Et la conversation qui a lieu, c'est une représentation de l'opinion publique. Cette opinion publique-là, il change tout le temps. C'est un débat qui est continu et comme sur les plateformes de conversation, c'est un débat qui est incessant, mais aujourd'hui, il est encore plus volatile et rapide. Notre monde pousse ce mythe encore plus loin. Monsieur, très bien, bravo. Super. Malgré ces similitudes avec la caverne de Platon, notre monde est plus complexe. On constate surtout une démultiplication de nos cavernes par le biais des profilages sur Internet et sur les réseaux sociaux. On va chercher les contenus qui nous intéressent et qui surtout vont conforter nos certitudes. Donc ainsi, on va pouvoir directement sélectionner le genre d'ombre qu'on veut voir et on va rester passif face au profilage qui va confectionner pour nous une caverne personnalisée. Il est donc encore plus difficile d'en sortir car elle est encore plus confortable par cette personnalisation. Cette caverne personnalité va devenir notre identité et notre profil. Nous pensons que tout le monde vit dans la même caverne et voit les mêmes ombres. Mais en réalité, nous vivons tous dans des cavernes personnalisées avec nos propres ombres et nous n'avons plus de vérité commune. Nous ne voyons pas les mêmes ombres et nous n'avons pas de vérité commune et donc il y aura d'autant plus de conflits quand nos différentes cavernes vont s'affronter dans des débats. On va venir attaquer nos certitudes avec des opinions nouvelles qui ne correspondent pas à notre réalité car elles n'apparaissent pas du tout dans notre caverne à nous. Chacun va alors se renfermer davantage dans sa caverne où ses certitudes sont confortées alors que les autres vont venir les critiquer, les attaquer. Très bien, bravo. Au-delà de cette démultiplication des cavernes, on a pu remarquer qu'il y avait aussi une mise en abîme des images qui sont relayées sur Internet avec un effet de toile qui les amplifie. Ces images cette mise en abîme des images peut aussi prendre l'apparence de prise de position, puisqu'on peut commenter les images sur les réseaux sociaux et on peut même commenter les commentaires. C'est aussi en partie dû au fait que maintenant nous sommes des acteurs dans cette caverne et nous pouvons nous-mêmes fabriquer des ombres.
Nous pouvons publier par exemple des images qui nous mettent en scène dans une sorte de perfection qui n'est pas la réalité, mais nous pouvons le faire croire. Et nous pouvons ainsi nous poser une question. Est-ce que le fait de créer ces ombres et d'avoir donc conscience qu'elles existent nous permettrait de savoir de quoi sont faites ces ombres et de réaliser où nous sommes et pouvoir ainsi sortir de la caverne? Excellent. Mais Platon affirme que l'échappatoire est envisageable, et que l'échappatoire est envisageable, et avec ce prétexte, il y a une série de questionnements qui se soulèvent, notamment sur le rôle de l'intelligence artificielle ou du numérique comme un outil libérateur. Nous pouvons imaginer que l'intelligence artificielle peut être considérée comme la solution face à cette multiplication des cavernes, ces entraves conceptuelles qui limitent la réalité, mais aussi en prétendant à sa neutralité. Est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle réellement se soustraire à l'influence de ses opinions publiques et échappant à la construction de nouvelles cavernes? En d'autres termes, est-ce que l'intelligence artificielle se positionne-t-elle en dehors de ces prisons intellectuelles, conceptuelles, qui peuvent donner une voie vers la liberté intellectuelle? Étant donné que l'intelligence artificielle, qui est un outil qui englobe les connaissances humaines, permet-elle d'être un moyen pour les individus d'explorer les solutions, d'explorer le savoir selon leur volonté, tout en ayant à travers des pistes de réflexion personnalisées. Donc cette approche pourrait nous aider à la découverte de la vérité et à la quête tant recherchée de la sortie. En explorant ces voies intellectuelles, l'intelligence artificielle se positionnerait comme un facilitateur de la libération individuelle par la connaissance, en mettant en lumière le numérique et son rôle dans cette quête de la vérité et de la sortie. D'un autre côté, l'intelligence artificielle peut nous enfermer davantage dans la caverne. Donc on remarque une accélération d'images ou d'informations qui rend plus difficile le temps de réflexion. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus compliqué de différencier les fake news des vraies informations. De plus, les algorithmes nous enferment dans des bulles, car plus on cherche du contenu qui nous intéresse, plus on va avoir des propositions du même contenu. Et cela peut nous rendre davantage aveugles, puisqu'on peut penser que tout le monde a les mêmes informations que nous, alors qu'en réalité l'information est différenciée, voire personnalisée. Il y a aussi dans l'intelligence artificielle une forme d'habitude et de confort qui devient assez addictive. On ne veut plus et on ne peut plus s'en passer, et on remarque que finalement c'est le désir de sortir de la caverne qui manque. Pour conclure, le sens de l'allégorie de la caverne se situe principalement dans la redescente dans la caverne, car c'est le moment où on prend conscience de notre ignorance et où on veut aider les autres à en avoir aussi conscience. Et une question qu'on aurait aimé poser à Étienne Klein, c'est donc: la recherche de la vérité par le biais de la philosophie a-t-elle sa place dans l'espace numérique, ou bien n'y trouvera-t-on que des ombres et de la fausse information? Bravo. Bon bah merci beaucoup. Vous pouvez rester encore. Merci mille fois. Merci aussi merci aux professeurs de philo, enfin à tous les professeurs qui ont participé. On a fait ce qu'on pouvait avec Étienne, donc je vais le remercier après.
Bah, c'était pas parfait, mais c'était voilà, c'est ce qu'il fallait. Vous savez ce qui se passe, le type qui réussit à sortir de la caverne parce que qui arrive là-haut, il est ébloui, il finit par découvrir le réel, il est très content. Et enfin, il est très content. C'est un philosophe. Il regarde les choses et puis après, quand il redescend, qu'est-ce qui se passe? Il raconte aux autres. Vous savez, c'est pas du tout ce que vous voyez, c'est pas du tout le réel. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait lapider. Donc, je dirais ça à Étienne tout à l'heure, qui n'est pas là, mais qui doit avoir déjà les oreilles qui sifflent avec mes propos. Merci 1000 fois d'avoir été si indulgent pour cette séance un peu bricolée.